Bon, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Nous sommes tous en compagnie du docteur Louison Sombra, Sob Amin Fodjeu, Serge Henri Kelbin et Maître Fidèle Djoumissi. Maître Fidèle Djoumissi, des parents qui se plaignent, demandent que les enseignants soient payés pour que les cours reprennent. Mais de l'autre côté, on voit des administrateurs qui menacent véritablement. Vous êtes tombé sur ces deux éléments qui ont fait le tour de la toile aujourd'hui, Dibombari et Deya Premier. Votre sentiment? Oui, il faut relever que les parents ont raison de se plaindre parce que l'éducation de la progéniture des enfants est une préoccupation essentielle pour nous, les parents. Et que si cette situation perdue, ce sera très dommage pour ces enfants-là. Et qu'on observe que les autorités administratives sont en train d'appliquer les instructions du ministre de l'administration territoriale, cela nous rappelle que le régime semble recourir à des techniques qui lui sont propres. C'est-à-dire... Est-ce que c'est la meilleure des façons? Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure des façons, parce que identifier les meneurs et constater les absences ou la présence, cela certainement pour faire recours à la répression, oui, l'une des techniques qui est propre au régime, et également et peut-être aussi la corruption des meneurs, oui, pour que la grève puisse s'estomper. Oui. Donc ça, c'est pas la meilleure façon. Il faut plutôt dialoguer, parce que lorsqu'il y a crise sociale, le gouvernement devrait dialoguer. Mais le gouvernement dit qu'il a dialogué, il a même fait apporter des premiers éléments de réponse. Oui, mais il pense qu'il dit que de l'autre côté, ça ne semble pas bouger. Mais il faut poursuivre le dialogue jusqu'à la satisfaction des grévistes, parce que les grévistes ont formulé des exigences. Mais le gouvernement dit que les premiers effets seront, on va voir ça dans quelques jours. Bon, ils seront perceptibles dans quelques jours là. Mais les grévistes indiquent que ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait la promesse, parce que c'est un gouvernement qui est habitué à la roubladise. Oui. Et ils ont peur que ces promesses ne soient pas tenues. Et demandent qu'il y ait un engagement ferme et clair sur la résolution de ces problèmes. Et les revendications sont pour l'essentiel financier. Oui. Et également, il y a les conditions de travail pour ce qui est du statut, le statut des enseignants, le statut particulier. Et ils indiquent que la promesse leur est faite de mettre en application ce statut depuis 5 ans. Et rien n'est fait. Donc, de ce point de vue, les enseignants ne peuvent pas faire confiance à un gouvernement qui ne respecte pas la parole. Okay. Donc, merci. Voilà, c'est Henri Kelbin, des autorités qui menacent. Est-ce que c'est, comme disent les anglo-saxons, the best way? C'est la meilleure des méthodes en ce moment-ci? Non, pas du tout. Où il y a beaucoup de tensions? Tout à fait, Serge. Je pense que pour donner à certains enseignants leur matricule, on n'a même pas besoin d'argent. Il faut que des gens se mettent au travail. Nous en sommes arrivés là parce que certains collaborateurs du chef de l'État désignés n'ont pas fait leur travail. Donc il va falloir que des têtes tombent, de toutes les manières. En ce qui concerne des correspondances, la première, celle du ministre de l'administration territoriale. C'est pour le scandale des enseignants que ça va tomber. Il y a Covid, il y a Kangate. Depuis on demande que les têtes tombent. Non, plus que nous sommes en train de parler des enseignants, et on se rend compte qu'il y a des enseignants qui depuis 10-15 ans n'ont pas de matricule, n'ont pas de salaire. Oui. Et j'estime que au-delà de la Covid et de la Kangate, c'est des très vieux soucis qu'il va falloir vraiment examiner et se rendre compte que des gens ont bénéficié du décret du chef de l'État mais ne travaillaient pas. Ça, c'est la première des choses à constater. La deuxième des choses, c'est que, je le disais tantôt en entame, que comment se fait-il que nous sommes dans une république où nous avons connu le scandale Lebou, qui est encore frais dans nos mémoires, où des gens ont créé plus de 1000 matricules fictifs et qui avaient leur salaire, qui eux étaient payés. Mais des enseignants, mais des enseignants qui travaillent, n'ont pas de matricule, sortis des ENIER, sortis des écoles. En plus de ne pas avoir de matricules, ne sont pas payés. Alors, moi, je comprends que je veux tout simplement dire que ces problèmes sont de différents ordres.
je disais tantôt que pour finalement intégrer ces gars-là à la fonction publique et leur donner des matricules, l'État, en fait, n'a pas besoin d'argent. Première des choses, c'est un premier mécontentement qu'on peut résoudre. La deuxième des choses, et qui, pour moi, après 3 semaines, me pose encore des questions. Si on avait déjà mobilisé presque 40 à 50 milliards, et que dans les 10 jours, certains passaient déjà à la caisse, je pense que le mouvement pouvait s'estomper et même être cassé, sans passer par la menace. Parce qu'il est inadmissible que vous demandez à un enseignant d'aller donner des cours à votre enfant, alors que vous qui envoyez votre enfant a son déjeuner le matin, il mange, vous déposez votre enfant à l'école dans une voiture, mais l'enseignant, ce qu'il doit lui donner cours, n'a aucune condition. Non, au Cameroun. Non, l'enfant de celui que vous décrivez. Mais c'est sous-préfet. Vous êtes sûr que leurs enfants sont au Cameroun? Oui, probablement. C'est des jeunes sous-préfets qui ont encore des bambins, que ce soit celui de Dibombari ou de Deya. C'est des gens qui ont encore des enfants au primaire et leurs enfants, c'est tellement fréquent. Moi, je sors de Bipindi. J'étais à Bipindi. Le sous-préfet de Bipindi va mettre son enfant dans quelle autre école privée, à part l'école publique, le sous-préfet de Bipindi. Quand vous allez à Bipindi, il y a à peine 2 ou 3 écoles primaires. Donc forcément, le sous-préfet avait son épouse et il envoie son enfant à l'école publique du coin. Il ne peut non plus demander au maître d'école ou à la maîtresse d'enseigner son enfant de gré ou de force. Pendant que lui, il a une voiture, il a son argent depuis qu'il est étudiant, il vit dans un... Non, ces enseignants-là, il faut les comprendre. Et certaines personnes disent souvent sur certains plateaux qu'il faut un médiateur de l'État. Il faut un médiateur du gouvernement. Il faut un médiateur pour apaiser certaines tensions. J'ai vu le ministre du Travail et la prévoyance sociale venir sur quelques plateaux. Vous l'avez invité sur plusieurs chaînes. Je pense que lui-même ici est mal pris. Voilà. Ici est mal pris, mon cher aîné, grand frère et camarade. Il y avait dans ses propos quelques menaces à peine voilées. Ces méthodes à la fauchivée de l'époque-là, il faut les laisser. Où on dit non, on ne va pas taper, mais vous êtes dans l'illégalité. On a quand même accepté de discuter avec vous. Vous êtes dans l'illégalité, mais si vous continuez, voilà ce qu'on va faire de vous. Non, il faut recevoir les gens. Je pense que le gouverneur Iva Dibo a souvent, dans des périodes assez chaudes, descend de son bureau, écoute même les motomanes qui parfois s'émoussent. Qui menaçaient les enseignants. Là. Voilà, et au sorti de là, il y a quand même des débuts de solutions. Étant donné que toutes les revendications des enseignants ne sont pas que argent. Voilà. Toutes les revendications ne sont pas que argent. Vous avez vu dans des ministères les documents qu'on transportait qui ont déjà pris de la moisissure, rongés par des cafards. 3 camionnettes. C'est inadmissible. Et je dis bien que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a la théorie du coup d'état scientifique. Vous ne pouvez pas nommer un collaborateur. Vous vous rendez compte qu'il y a un cumul de travail de 15 ans, 10 ans. Les gens n'ont rien fait. Ça ne peut pas s'expliquer. Quand vous êtes un patron, vous déléguez, vous suivez l'évolution et on doit vous rendre compte. Combien de ministres de l'administration de la fonction publique se sont succédés avant la déconcentration? Puisque le ministre Lé a dit que depuis, je crois, un certain temps, 2012. Depuis 2012, chaque ministère maintenant gère ses dossiers. Mais bien avant, c'était fait au ministère de la fonction publique. Et depuis maintenant que c'est déconcentré, les qui sont affectés à ces départements, les ministres qui sont arrivés, qui ont pris ce dossier à main, où en sont-ils? Est-ce qu'il y a une évolution? Donc tout n'est pas argent. On parle de 200 milliards, 300 milliards, qu'à l'heure actuelle, en mi-mars, l'État ne peut pas trouver 300 milliards là, à l'immédiat pour résoudre les problèmes des enseignants. Merci, mais avec 50 milliards, on peut déjà commencer à désamorcer cette bombe sociale. Voilà. Vous êtes également, vous suivez cette actualité de presse, ça vous intéresse? Tout à fait. Ces menaces-là, est-ce que c'est le moment? Moi, cette situation de menace même nous démontre effectivement que le pays ici n'est plus gouverné. Je vous prends un exemple simple. Le chef de l'État a transmis des autres instructions où il a dit exactement ce qu'il faut faire. Il a dit, vous allez organiser une conférence de presse avec tel ministre, tel ministre, pour dire exactement ceci. Tel ministre va faire ça, tel ministre va faire ça. À aucun moment, le chef de l'État, dans son instruction, n'a cité
le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire qu'on ne lui a accordé aucune on donne tous les mission. éléments. On donne tous les éléments ici. Cette note du ministre d'État, secrétaire général, au secrétaire général des services du Premier ministre, signé le 9 mars, il dit, c'est l'avant-dernier paragraphe, enfin, Monsieur le Président de la République prescrit au ministre de la Communication de tenir jeudi 10 mars 2022 une conférence de presse avec les ministres concernés. MINFI, MINFOPRA, ministre des Finances, ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative, ministre des Enseignements secondaires, le ministre de l'Éducation de base, à l'effet d'informer la communauté internationale et l'opinion nationale sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour répondre aux revendications formulées par les enseignants. Ça veut dire c'est totalement clair. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le ministre de l'administration territoriale n'a été interpellé à faire quoi que ce soit. Parce que quand le chef de l'État... Est-ce qu'on dit tout? Non, je vais venir. Est-ce qu'on dit tout? Quand le chef de l'État donnait les hautes instructions, 2 semaines de grève avaient déjà été écoulées. Et au terme des 2 semaines, il s'est rendu effectivement compte que le gouvernement n'a pas pu gérer la situation. Il a dit, OK, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous devez aller implémenter. Il n'était plus question d'aller dans les établissements, menacer les enseignants, et ainsi de suite. Et moi, ce qui me désole, c'est que, on viole l'esprit qu'il y a derrière cette haute instruction, qui est celui de l'apaisement, qui est celui de la relance. On ne peut pas dire aux gens que vos revendications sont fondées et au même moment sont en train de les menacer. Le chef de l'État ne peut pas dire allez faire ceci et les gens pensent qu'ils peuvent faire autrement. Donc ils sont plus compétents que le chef de l'État. Mais posez-vous des questions. Mais vous avez évoqué un cas en première partie, le Premier ministre qui a fait sa descente et toujours le ministre de l'administration territoriale. C'est exactement ce qui se passe. C'est que pendant qu'on est en train de chercher des voies et moyens, il y a toujours des pyromanes dans les environs. Et je tiens à vous rappeler une chose, c'est que cette crise n'aura pas une issue telle que tout le monde le voit. Parce que le Cameroun est en crise depuis 2016. Les 200 milliards qu'on va mobiliser pour venir en aide aux enseignants, on va les prendre où? Étant donné que le pays est en crise avec la guerre dans le nord et le sud-est. Notre économie est à ralenti de 30%. Les entreprises ne tournent pas dans le nord et le sud-ouest. On n'a pas de revenus qui viennent de là. Et ce qui me fait mal, c'est que la situation des enseignants, ce n'est pas une situation qui date de 2 ans ou de 3 ans. C'est des situations qui datent de plus de 30 ans. C'est-à-dire que dans ce pays, on sait que quand vous allez faire l'école normale, le jour où vous allez sortir de l'école, vous allez attendre minimum 3 ans pour avoir votre matricule. Vous allez aller monnayer dans les ministères pour qu'on puisse vous payer. J'ai dit ça date de plus de 30 ans. Et entre-temps, on a eu le mandat des grandes ambitions, on a eu le mandat des grandes réalisations, on a eu le mandat des grandes opportunités. Ça fait à peu près 7 fois 3, ça fait 21 ans. Donc pendant tous ces mandats et pendant tous ces gouvernements qui se sont succédés, les dossiers des fonctionnaires sont en train de moisir dans les bureaux, on ne fait rien. Et le jour où ça devient une situation insupportable, il faut qu'on sorte les menaces. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et si le chef de l'État estime qu'il ne peut plus diriger ou gouverner ce pays, qu'il assume, qu'il prend une décision courageuse. Parce que ce pays ne donne plus les allures d'un pays qui soit gouverné. Le chef d'État ne peut pas donner des hautes instructions et les gens estiment qu'ils peuvent aller au-delà des autres instructions. Cela suppose qu'ils envoient un message fort au chef de l'État comme pour dire qu'il n'est pas suffisamment compétent à résoudre les problèmes de ce pays. Ok. Docteur Luisin, la menace. En cette période où on veut apaiser les situations, est-ce que la menace a sa place? Ces gens-là autour, on n'arrive pas à expliquer comment les seigneurs de la craie peuvent devenir des seigneurs de la pauvreté. Je voudrais prendre une image de marque. Vous avez vu la réaction du président de la République quand on lui a montré son maître d'école primaire. Je dois dire qu'à cette occasion, le président lui a construit une maison et lui a offert une Prado. Et ce monsieur vient encore. Cela veut dire que s'il était resté dans sa situation avant qu'il ne rencontre le chef de l'État, je suis certain que je ne suis pas un prestidigitateur et il ne serait pas en vie aujourd'hui. On peut ne pas passer devant le préfet, devant le sous-préfet, devant même l'officier d'état civil, encore moins devant le ministre, mais on a l'obligation de passer devant un enseignant. Je prends un exemple simple. Je touche 350 000, je le dis ici, c'est-à-dire la banque... C'est la deuxième fois que vous le dites. Je le dis. Sur ce plateau. J'ai calculé 350 000 fois 12, ça m'a donné 4 200 000. J'ai multiplié 4 200 000 fois 15, ça m'a fait 63 millions. Les Lions ont joué en un mois 8 matchs.
chacun est parti avec 64 millions de francs. Cela veut dire que pour avoir les 64 millions de francs, je dois travailler 16 ans durant, enseignant d'université. Sans dépenser, hein, sans... Et là-bas, c'est brut. Ça veut dire qu'ils peuvent investir, construire des immeubles. Or, chez nous, au jour le jour, c'est un salaire essentiellement alimentaire. Parce qu'on a des collègues qui sont souvent tombés malades. Nous faisons des collectes à l'université pour les sauver de maladies. C'est pour dire, ces gens-là, il faudrait que les gens comprennent que dans la hiérarchie sociale, quand vous allez dans d'autres pays, je ne voudrais pas faire les comparaisons, vous vous rendez compte qu'en Corée du Sud, par exemple, les enseignants sont les premiers en termes de salaire. Et le jour où les enfants composent, même les avions ne passent pas. Tout à fait. Où il y a examen, on délocalise pour montrer le degré et l'importance de l'éducation dans l'édifice de la construction, le rayonnement d'un État. Comment on peut justifier que quelqu'un travaille 10 ans durant sans l'acte d'intégration et décède sans avoir touché son salaire? On sait bien qu'après service fait, vous avez droit au salaire. Même Dieu le dit. C'est-à-dire que vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Mais pourquoi on peut tant clochardiser l'enseignant au Cameroun? Regardez dans d'autres pays. Je prends un exemple simple. Peut-être la comparaison n'est pas raison, mais c'est une comparaison adossée sur des critères qui peuvent permettre de créer un gap pour que les gens comprennent mieux. Au Sénégal, mon collègue là-bas qui est docteur chargé de cours, à 1 750 000. Les gens peuvent taper dans Google grille salariale, ils verront. Nous, on n'a pas le tiers. Mais on fait cours parce que la mission d'enseignement est à vocation sacerdotale. Regardez, hier j'étais à PK17. Pour y arriver, c'est un parcours de combattant. J'ai changé la crémaillère de ma vieille voiture 2 fois en allant là-bas. Mais on y va pourquoi? Parce qu'on est soucieux de la formation des enfants. Et la mission de formation est une compétence qui relève de l'État. C'est pourquoi, au lieu de brandir le bâton, le marteau, pour asséner les coûts sur les enseignants, autant engager des négociations. Un auteur le dit, 100 jours de négociation valent mieux qu'un seul jour de menace. Donc que les autorités arrêtent. Je crois que le président a prescrit une route de conduite, qu'elles se mettent dans cette logique et respectent les instructions du chef de l'État. Parce que je vais vous dire, même les enseignants, nous avons une prime trimestrielle qui tombe. Elle a fallu être annulée par le ministre des Finances en place. Il lui fallut l'aspièguerie, j'allais dire, l'ingénierie commissaire offert du ministre, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, pour que cette prime lui soit restituée. Et vous savez, on a fait le dernier débat ici. Et c'est à partir de là que depuis ce moment, on est quand même satisfait de ce que cette prime tombe de manière régulière. Et c'est en cela que nous regrettons Alamine Ousmane. Mais quand ce monsieur était aux finances, les enseignants avaient déjà leurs 2/3 de paiement avant même la sortie de l'école. Et nous, les enseignants, parfois, notre prime qui tombe en janvier, on la recevait en décembre pour essayer de nous permettre de mieux préparer les fêtes dans les effets justifs et jubilatifs. Donc, ça fait mal de savoir qu'un gouvernement peut utiliser la force pour essayer d'imposer quelque chose aux enseignants dont les revendications sont éminemment légitimes. Merci pour cet hommage. Vous rendez. C'est bien de parler des gens pendant qu'ils vivent. Le ministre Alamine Ousmane. C'est un modèle. Il faut qu'il revienne aux finances, que Moutazé soit nommé même secrétaire général ou vice-président, je ne sais pas trop quoi. Okay. Mais que Alamine Ousmane. Voilà, on va faire un dernier tour de table avant de sortir cette émission. Rapidement, vous avez un passage, vous voulez lire pour nous? Allez-y. Je voudrais apporter encore 2 éléments par rapport à la situation du Premier ministre. Le premier élément, c'est d'indiquer que le régime actuel a toujours voulu fragiliser l'autorité politique et juridique du Premier ministre. Et je donne pour preuve les décrets de 2011, l'important organisation du gouvernement et l'autre portant organisation de la présidence, dont la lecture combinée indique qu'il y a certains départements ministériels qui sont à cheval entre la structure gouvernementale et l'administration présidentielle. Et ce qui fait que ces départements ministériels qui dépendent de la présidence de la République et que la présidence de la République n'est pas sous l'autorité du Premier ministre, fait que ces ministres font preuve souvent d'insubordination, comme
Adi Sobamine a indiqué tout à l'heure, et qu'il est difficile pour le Premier ministre d'organiser de façon sereine un conseil de cabinet. Oui. Déjà même que le conseil de cabinet n'est pas prévu par la Constitution, c'est le conseil des ministres qui est prévu par la Constitution. Donc on a voulu un peu éviter le conseil des ministres qui normalement doit être présidé par le président de la République. Donc, et cela, et lorsque on humilie le Premier ministre, et depuis un certain temps, depuis de nombreuses années, il y a cette coïncidence que les premiers ministres sont anglophones. Et là, ça renforce la frustration des anglophones par rapport aux problèmes anglophones. Et pour cela, je vais donner lecture de ce que son éminence Christian Cardinal Toumi, dans son ouvrage « Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf », a dit. Il dit ses compatriotes anglophones. Vous pouvez donner la page parce qu'il y a des gens qui ont ce document qui page 35, se retrouver. Page 35, il dit ses compatriotes anglophones, qu'ils soient en haut ou en bas dans la hiérarchie politique et sociale, expriment en privé des sentiments profonds de dégoût, de dépit et de répulsion. Tous estiment être comprimés, marginalisés et trompés au change. Nous n'avons pas le droit de coller à un peuple des résultats d'un référendum organisé par une dictature sanguinaire. Les ennuis quotidiens du Premier ministre anglophone sur certains dossiers, le manque de respect répété, chronique et ouvert dont il est l'objet de la part de certains membres du gouvernement aggrave une situation déjà fort embarrassante. Il en est par exemple ainsi du dossier du point d'achèvement, notamment en ce qui concerne les retombées. On peut citer bien d'autres, à l'instar de celui du barrage en cours de montage. Du barrage en cours de montage. Le Premier ministre est absent de tout le processus et de toutes les discussions, écarté au profit d'un ministre des Finances omnipotent et omniscient, Achidi Achou, tout comme son successeur Moussongue, en sait long sur ce que vaut effectivement un Premier ministre anglophone. Donc voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que c'est Serge Bikoy qui a indiqué qu'on a vu des grands projets qui ont été menés en mettant en écart, monsieur le Premier ministre Diongouté, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la gestion des fonds Covid ou bien de la gestion des fonds de la CAN, le Premier ministre a été totalement écarté. Ok, voilà. Sobamine, on sort d'émission, il est mis à l'écart, le Premier ministre. De toutes les façons, je le disais tantôt à l'entrée de l'émission, que le poste de Premier ministre, c'est un poste qui a été taillé pour répondre à une problématique d'ordre politique. C'est-à-dire qu'au niveau de la représentativité peut-être des différents grands groupes, vous savez qu'on a une longue histoire entre le fédéralisme devenu par la force des choses le centralisme que nous voyons aujourd'hui. On avait, partant de là, l'idée de ce que l'État avait un certain bicéphalisme au sommet, c'est-à-dire qu'un francophone et un anglophone. Et avec le temps, on a donc créé cette image de ce que l'anglophone occupe le poste de Premier ministre, qu'il a un certain pouvoir. Mais au fond, on lui a retiré tout le contenu de ce pouvoir et on a pris des dispositions pour faire de lui, pour l'amener à jouir de son pouvoir que quand on en aura besoin. C'est-à-dire qu'un secrétaire général de la présidence est en mesure de stopper ou de mettre en branle l'action d'un Premier ministre. Du coup, moi, j'apprécie aujourd'hui l'attitude du chef Diongouté, parce que dans ce genre de situation, il devient totalement difficile de pouvoir s'exprimer, à défaut de se retrouver dans d'énormes conflits. Et généralement, c'est ce qu'on recherche. C'est qu'on recherche à vous mettre dans une position conflictuelle pour davantage vous ridiculiser et tuer le peu de crédibilité ou de respect qu'on peut encore avoir à votre égard. Donc du coup, c'est un monsieur qui a appris un peu à rester calme, à observer, à avoir du silence et à savoir et à laisser tout le monde se rendre compte. Et à laisser tout le monde se rendre compte qu'effectivement, il y a un biais, il y a un abus. Et tôt ou tard, les gens vont peut-être combattre pour lui. Peut-être ce que nous faisons déjà ce soir. Serge-Henri Kelbert. Écoutez, Serge, vous pensez que le Premier ministre n'est pas mis à l'écart? Non, je ne suis pas de cet avis. Oui. Je ne suis pas de cet avis dans la mesure où
sauf si c'est un problème de personne que le docteur Tchef John Gouté a avec d'autres membres du gouvernement. Je pense que jusqu'au dernier Premier ministre francophone, Ayatou, les premiers ministres, il n'y a rien d'extraordinaire qui a été enlevé ou ajouté. Lorsque Achidi Achou est venu, Mafani Moussongue, Chief Inouni et autres, le Premier ministre a des prérogatives. Après le chef de l'État, le Premier ministre est le seul membre du gouvernement qui peut sortir un décret. Un décret. Est-ce que ces décrets lui ont été retirés? Vous ne savez pas, le Premier ministre étant le numéro 2 de l'appareil exécutif de l'État, a des pouvoirs que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais on crée des task force. Il a le pouvoir, mais on crée des task force. Non, cher ami. Non, juste un exemple. Je continue à vous dites qu'il a le pouvoir. Ça existe, même au Gabon. Il a le pouvoir, c'est un principe, on ne renie pas. Mais on crée quand même les task force. Laissez-moi continuer. Pour lui retirer... Ce que je voudrais dire, il y a des domaines qui sont à la discrétion du chef de l'État. Donc le Premier ministre n'a plus de pouvoir alors? Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. S'il a pris une partie de son pouvoir discrétionnaire et qu'il l'a donné au SGPR, ce n'est pas votre problème. Maintenant, vous reconnaissez qu'il y a délégation de pouvoir, enfin. C'est une délégation de signature. Enfin, vous reconnaissez. Non, je viens de vous prendre au mot. Vous reconnaissez enfin qu'il y a délégation de pouvoir. Je vous ai dit que la seule personne qui a une délégation de signature, c'est le Premier ministre. Le secrétaire général, ministre d'État Ngongo, a une délégation de signature. Et dans cette délégation de signature, il lui est permis de prendre un certain nombre de décisions. Prenez ça comme vous voulez, pouvoir ou signature ou décision. On prend des décisions quand on a le pouvoir. Il prend des décisions parce que le chef de l'État estime qu'il peut gérer et évacuer un certain nombre. On ne prend des décisions que quand on a le pouvoir. Monsieur, donc il y a délégation de pouvoir. Signature. Il a une délégation de pouvoir. Non, il a le pouvoir de décider de ce qui peut être porté à l'attention du chef de l'État. Permettez. Il a la capacité de signature. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, je vous ai fait le distinguo entre la délégation et le pouvoir. Capacité et pouvoir sont synonymes. Je vous ai dit que le Premier ministre, lui, jouit d'une délégation de pouvoir parce qu'il n'exerce pas. Pour lui retirer... Non, exercer... Il n'exerce pas. Ils sont créés les task force. Vous me coupez tout le temps. Non, on reconnaît qu'il a, mais est-ce qu'il exerce? Je dis que vous avez parlé jusqu'au bout. Je vous ai pas coupé. Ça commence à être irritant. Allez-y. J'essaie de vous faire comprendre que le Premier ministre, rien ne lui empêche, même comme Maître l'a dit tout à l'heure, de faire ses conseils de cabinet. Les conseils de cabinet ont été créés pour fluidifier l'action gouvernementale. Ça ne figure peut-être pas dans la Constitution, comme vous le dites, mais chaque pays s'organise pour que l'impact social des décisions prises par le chef de l'État soit des réalités. Donc, rien n'empêche au Premier ministre de travailler. Le Premier ministre, s'il se sent peut-être mis en minorité ou confiné dans un coin, c'est tout simplement parce qu'il arrive dans un gouvernement dans lequel lui-même il y est depuis. Il y est depuis. Vous pensez que quand le Premier ministre Yang arrivait ici, Yang est dans l'appareil d'État depuis les années 70, avant les années 80. Est-ce qu'ils ignorent comment fonctionne ce gouvernement? Si pour revenir maintenant à Chief John Gouté, il a été à la présidence de la République comme secrétaire général adjoint. Qu'est-ce qui vous étonne? Alors, il a été secrétaire général adjoint et pendant qu'il était là, il y avait un SGPR qui avait une délégation de signature. Donc, quand on l'a voyé au Premier ministère, ce n'est pas seulement pour lui donner la partie prestigieuse du poste, mais c'est pour l'amener au travail parce que c'est un technocrate et on veut qu'il ait des actions sur le terrain. Merci Serge Henri. On va terminer avec vous, Dr Luisan Essomba. Serge Henri, on doit laisser le président présider et le chef du gouvernement gouverner. La Constitution est claire. Le Premier ministre est celui qui applique de manière matérielle la politique générale définie par le chef de l'État. Dans le fonctionnement et tous ces derniers temps, à partir de 2019, on se rend bien compte que beaucoup plus le président Atmen a son homme, au SGPR, son homme de confiance, il lui en met beaucoup plus d'intérêt que son plus proche, que son premier collaborateur, qui est le Premier ministre. Et ça se voit clairement. C'est-à-dire qu'il fait plus confiance à son secrétaire général que à son premier collaborateur, qui est le Premier ministre. Et il faut relever que dans cette délégation permanente de signature, même si on y reste dans le contexte, je pense qu'on doit cesser de tirer sur Ferdinand Ngongo, parce que le responsable de tout cela,
c'est le chef de l'État. C'est-à-dire dans toutes les matières faisant l'objet d'une délégation de signature, c'est le délégant qui répond sur le plan du contentieux. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce qui se passe là, c'est le président de la République qui doit assumer, même s'il y a les erreurs de Ferdinand Gongo, puisqu'il s'agit d'une délégation permanente de signature, c'est le délégant qui répond des actes du délégataire. Okay. Différent si ça avait été une délégation de pouvoir. Merci, cher monsieur. Merci, Maître Djoubissi. Je vous en prie. Merci, Serge-Henri Kelbert. Ça a été un plaisir, Serge-Henri. Voilà, merci. Sobamine, merci. Hein. Toujours un plaisir. Docteur Louison Essomba. C'est moi. Peut-être une citation de Vladimir Poutine pour sortir. Pas du tout. Une citation de Zelensky pour sortir. Non, pour sortir, on dira tout simplement que il faut faire confiance à l'État du Cameroun, mais il faut déjà penser le Cameroun avec parce que le Cameroun est malade, et il faut le repenser avec eux, parce qu'il faut réfléchir à un nouveau Cameroun. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il en soit. Bonsoir. Mimboman.